Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et c'est un sujet malheureusement qui est parfois redondant dans l'actualité après les scandales. On s'en souvient de Betaram, rappelez-vous aussi de ces enquêtes qui avaient été à de nombreuses reprises ouvertes un peu partout en France, justement pour aider à ce que la parole se libère sur les abus sexuels au sein de l'Église. C'est visiblement un cas qui n'a pas été réglé dans l'Oise. Bonjour Georges-Emmanuel Ouran. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et vous êtes l'une des victimes de viol d'un prêtre en 1972 dans cette région de l'Oise. Pour qu'on comprenne bien, et si ce n'est pas trop douloureux pour vous de refaire le fil, il y a quelques années déjà, ou il y a quelques mois déjà, vous avez décidé de vous constituer en collectif. Précisément parce que quoi ? Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un département où il y avait énormément de victimes, c'est ça ? Oui, c'est pas un département unique. Je pense qu'il en est de même dans tous les départements en France et dans toute l'Église catholique en France. Donc je précise bien catholique, ce qu'on a tendance à dire l'Église tout court, mais il y a d'autres églises en France et dans le monde, et elles ne connaissent pas toutes les mêmes problèmes. Voilà. Donc on en est apparemment dans votre département, pardonnez-moi de vous interrompre Georges-Emmanuel Ouran, on en est apparemment à 70 victimes, c'est ça ? Non, il y en a évidemment infiniment plus. Il y a 70 victimes qui se sont fait connaître auprès de l'Église catholique, auprès du diocèse. Voilà. Donc, mais il y en a des milliers. Souvenez-vous que le rapport de la FIAZ a établi qu'il y avait environ 300 000 victimes, et c'était une fourchette basse dans l'estimation. Oui. L'Église catholique est le deuxième lieu en France et en Europe de manière générale de violences sexuelles. Le premier lieu, c'est la famille, le deuxième lieu, c'est l'Église catholique. Donc le rapport de la FIAZ a établi aussi que c'était un système, pas seulement des cas isolés qui par hasard seraient plus nombreux dans un département comme l'Oise. Non, c'était vraiment systémique, vous avez raison d'employer ce mot-là, Georges-Emmanuel Ouran. Dans ce département précisément, c'est-à-dire que vous êtes déjà constitué en collectif pour essayer d'avoir des réponses et justice, et ça n'a pas suffi, c'est ça ? Non, alors pour ma part, moi j'ai décidé de mener une enquête qui a commencé il y a déjà, lorsque j'avais 40 ans, j'en ai 65 aujourd'hui. Je voulais savoir la vérité. Vous voyez, donc j'ai retrouvé la trace du prêtre qui m'avait violé pendant une semaine, en m'emmenant en vacances avec lui. Bien sûr, il avait été déplacé de nombreuses fois, et donc il n'était plus dans l'Oise, il était en Bretagne. J'ai eu un échange épistolaire avec lui qui a été extrêmement décevant. Bon. Ensuite, j'ai un peu... Pardon, quand vous dites décevant, Georges-Emmanuel Ouran, décevant parce qu'il niait en bloc, il s'en souvenait plus, il ne voulait pas reconnaître. Non, il ne niait pas, mais si vous voulez, sa réponse était infantile, pathétique, il n'avait aucune prise de conscience. Il me demandait pardon toutes les 5 minutes sans me rien expliquer. Et j'ai découvert ensuite que ce qu'il m'avouait dans cette lettre était très loin de la vérité. C'est-à-dire que j'ai été très loin d'être la seule victime de ce prêtre. Donc, quand le rapport de la FIAZ est paru, ça a été un nouveau choc pour moi. Et donc, j'ai entrepris une démarche auprès de l'INIR, donc cette instance qui a été mise en place par l'Église catholique d'indemnisation, guide de réparation. J'ai dû attendre 2 ans, vous voyez, pour que mon dossier soit traité. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas attendre encore 2 ans. Donc, j'ai moi-même mené l'enquête, c'est-à-dire que j'ai retrouvé des témoins, je suis allé dans les archives. Bon, voilà, cette enquête m'a pris beaucoup de temps. Elle n'est pas terminée, d'ailleurs, loin de là. Elle me coûte aussi de l'argent, naturellement. Bien sûr. Et voilà. Et donc, par exemple, j'ai découvert, pour vous donner juste une anecdote sur la réactivité des instances de l'Église catholique, j'ai découvert que ce prêtre, 10 ans après m'avoir violé, a été interpellé par la police parce qu'il prenait des photos de jeunes gens nus avec lui. Le photographe qui a développé la pellicule a porté plainte auprès de la police. Donc ce prêtre a été arrêté, interpellé, il n'a jamais fait de prison. Et au terme du il n'a jamais été condamné, c'est-à-dire qu'il a juste été interpellé. Non, il n'a jamais fait de prison. Donc il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour des faits, si vous voulez, qualifiés à l'époque d'attentat à la pudeur, alors qu'il avait commis des viols. Donc j'ai découvert que l'Église, la hiérarchie de l'Église catholique et les prêtres de manière générale à l'époque
ne s'était soucié à aucun moment de cela. Du sort des victimes, ni de chercher d'autres victimes, qu'en revanche, ils avaient pris soin de ce prêtre, vous voyez, qu'il a été mis à l'abri dans une communauté de l'Arche où on sait qu'en effet de nombreux crimes aussi ont été commis, puis déplacé dans l'Essonne, puis ensuite en Bretagne, puisque l'évêque de l'Oise de l'époque, Jacques Julien, est ensuite devenu archevêque de Bretagne. Il est décédé également, Jacques Julien, et donc il a couvert ce prêtre tout du long. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, Georges-Emmanuel. On voit bien la mécanique, malheureusement, que vous décrivez, parce que c'est celle, hélas, qu'on retrouve dans énormément de dossiers. En revanche, vous, le diocèse de l'Oise, quand vous demandez la création précisément d'une commission d'enquête, le diocèse d'Oise explique que cette demande ne pourra pas voir le jour sans évoquer les aspects juridiques. Ça veut dire quoi, concrètement ? Voilà, bon, donc, vous voyez que certaines congrégations, sous la pression médiatique, récemment l'enseignement catholique, la fondation de l'abbé Pierre, mais aussi des communautés comme les frères de Saint-Jean ou les sœurs de Saint-Jean, vous voyez, ont mis en place des commissions d'enquête. Alors parfois avec d'énormes difficultés. Hein. Oui. Par exemple, les foyers de charité, ça se passe très mal. Les béatitudes également. C'est-à-dire qu'ils font tout pour freiner le travail des enquêteurs. Malgré tout, donc il y a une seule instance qui a très bien réagi, c'est la fondation de l'abbé Pierre, qui n'est pas à proprement parler une instance de l'Église catholique. Hein. Donc aucun diocèse en France n'a fait cette démarche-là. Donc quelles sont, pardonnez-moi Georges-Emmanuel Louran, quelles sont pour vous les prochaines étapes absolument atteintes pour que ce dossier avance et aille finalement confronter l'Église face à la réalité des faits qui se sont déroulés il y a plusieurs années ? Oui, qui se sont déroulés pendant des dizaines d'années, qui ont touché des milliers de victimes, qui en effet ne peuvent pas se manifester parce que c'est extrêmement douloureux. Vous voyez, moi j'arrive à parler aujourd'hui parce que j'ai fait 20 ans de psy, 30 ans même, je suis devenu moi-même psychanalyste. Que j'ai mené ce travail d'écriture, d'enquête, etc. Mais même dans notre collectif, vous voyez, je suis le seul à pouvoir parler aux médias. Les autres, qui ont pourtant fait élaborer beaucoup de choses, ça demeure beaucoup trop douloureux pour eux. Oui. Donc, effectivement, on a convaincu l'évêque de l'Oise, Jacques-Benoît Gonin, d'organiser une réunion à Méru au mois de mars. Vous voyez, ça a pris un an pour qu'on le fasse. Et nous lui avons demandé officiellement ce jour-là de créer une commission d'enquête. Bon. Donc, depuis, nous n'avons rigoureusement aucune nouvelle, c'est-à-dire que c'est vraiment la politique de l'autruche, bien connue. Ouais, quand ça gêne, on met le dossier sous la pile, tout simplement. Donc, il a évoqué en effet des difficultés d'ordre juridique, qui évidemment n'existent pas, puisque tous les autres, un certain nombre de comme je vous l'ai dit, de congrégations et de communautés ont mis en place des commissions d'enquête. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un processus judiciaire, c'est simplement chercher à établir des faits, retrouver des témoins, etc. Ce que moi j'ai fait pour mon cas, mais comme je vous l'ai dit, mais qui demande forcément au bout d'un moment un travail judiciaire. Merci beaucoup Georges-Emmanuel Louran, psychothérapeute et victime de viol d'un prêtre en 1972 dans cette région de l'Oise et qui venait témoigner avec beaucoup de courage. Merci beaucoup et qui réclame désormais au diocèse la création d'une commission d'enquête pour comprendre les nombreux abus qui ont eu lieu dans cette région durant plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, un tout autre sujet qui va nous permettre de respirer un peu pendant plus d'une demi-heure. Pourquoi pensons-nous que le monde va de plus en plus mal ? C'est vrai, parce que quand on regarde à droite, à gauche, on voit Gaza, on voit la guerre, on voit des économies, on voit de la panique finalement, on voit la France qui s'effondre. Mais pourquoi ça ? On va prendre un petit traité d'optimisme, une petite cure d'optimisme avec Eddy Fougier qui signe un livre formidable aux éditions de l'Aube qui nous explique justement pourquoi nous pensons absolument que le monde va mal. Allez, on respire, on se serre, on s'apprête à manger avec un peu de bonheur, avec un peu d'optimisme. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.